Bien, chers amis, donc dernier volet de notre première journée consacrée à Michaud, et c'est évidemment un plaisir et un vrai honneur d'accueillir ici Raymond Bellour, qui se fait un petit peu rare sur les terres de Michaud, puisqu'il les a cadastrées, arpentées, il en a défini le territoire pour tous les lecteurs que nous sommes, et je crois que vraiment on peut le dire sans emphase, sans le travail de Raymond Bellour, la connaissance de Michaud ne serait pas telle que celle que nous avons aujourd'hui. Donc ces trois Pléiades qui sont vraiment un monument de philologie, à la fois d'établissement des textes, d'interprétation, de pistes, et qui, sans jamais peser, offrent au lecteur des conditions d'intelligibilité majeures. Donc Raymond, on est très très fiers de t'avoir ici. Je rappelle que ces notices étaient rédigées de telle manière qu'elles formaient une espèce de récit herméneutique de l'œuvre de Michaud, et que Raymond Bellour on a fait un livre qui s'appelle Lire Michaud, qui est une espèce de chrestomathie, on aurait dit avant, de Michaud. J'en perds mon crayon. Voilà, mais à côté de ça, vous le savez, Raymond Bellour est aussi un spécialiste exquis et très important du cinéma. Il a consacré plusieurs livres à des genres différents, le western, à des auteurs différents. Et donc, c'est vraiment un honneur de t'avoir. Voilà. Ben merci. J'ai, comme vous savez, un peu hésité à venir. Je remercie Laurent d'avoir accepté cette formule intermédiaire de juste dire quelques mots un peu librement, de récapitulation. Parce que c'est vrai que je ne me sentais absolument pas capable d'une communication, je verrai après, d'une part tout ce que j'avais fait très jeune, et ensuite les 10-12 ans de Pléiade, plus la reprise du livre. Je m'étais promis de ne plus participer à un colloque Michaud. Ce qui m'a un peu fait changer d'avis, à part l'insistance amicale de Laurent, c'était au fond le titre, le choix du titre. Je veux dire que le mot éthique me paraissait une piste qui traverse certainement un certain nombre des notices que j'ai pu consacrer aux différents livres, mais pas tel quel. Je veux dire, je n'ai pas dégagé le mot pour lui-même. Et du coup, l'entendre un peu résonner dans les diverses interventions que j'ai entendues aujourd'hui, ça a été une sorte de reviviscence pour moi de tout Michaud sous un angle un petit peu différent, même si j'y reconnaissais bien des choses. Bon. Alors, première chose, donc je vais faire 2-3 trucs là, très incoatifs. D'abord, je voudrais signaler l'existence d'un livre qui vient juste de paraître, un livre de Michaud, qui est un ensemble de correspondances, qui s'appelle Donc c'est non, qui est un recueil établi par Jean-Luc Outers, écrivain belge et qui connaît bien Michaud, de toutes les lettres par lesquelles Michaud a refusé toutes les choses possibles que ce soit. C'est-à-dire un prix littéraire, une émission de radio, une autorisation à donner pour un spectacle, etc., etc. Ça fait quand même, alors le terme de non a été un peu élargi, je veux dire de façon quand même, mais ça fait quand même un volume de près de 150 pages, 180 pages. C'est enfin, pour lui avoir fourni un certain nombre des lettres, Jean-Luc, je connais bien le livre, c'est assez réjouissant. Oui, enfin quand même, elles y sont vraiment pour l'essentiel. Enfin, il me semble. Alors, je dois dire que je trouve que ce livre, en soi, me semble avoir une portée éthique. Parce qu'au fond, dans un siècle de spectacularisation, d'autopublicité, etc., etc., il y a là un homme qui est arrivé à peu près à rester étranger à tout ce qui fait l'usage, disons, du commerce intellectuel, littéraire, artistique, tout simplement en disant non, pour être tranquille. Et à la mort de Michaud, c'était quand même extraordinaire de penser que les journalistes se sont rués, évidemment, sur les archives de la radio, mais qu'ils n'ont pas trouvé un seul enregistrement de la voix de Michaud. Moi, j'en connais qu'un, qui est celui qu'il a donné pour le mauvais film d'Éric Duvivier, L'image du monde visionnaire, dont au début, il lit environ un feuillet et demi,
pour dire ce que sont les drogues, enfin en 2 mots, ce que c'est que la mescaline, ce que c'est que le hashish. C'est la seule voix de Michaud, et on est assez surpris quand on l'entend parce que elle vient de nulle part, je veux dire. Bon, les gens qui l'ont connue peuvent se le rappeler, ou se la rappeler, la voix, mais ça tombe comme une sorte d'astéroïde, enfin, je veux dire. Voilà, donc ça, c'est vraiment une position éthique, je trouve, et qui, à elle seule, illustre quand même beaucoup de choses. Bon. Ensuite, on ne peut pas ne pas céder au jeu de mots avec l'éthique éthique, la vraie éthique, celle de Spinoza, à travers une référence importante que fait Deleuze, ou que font Deleuze et Guattari, puisqu'il s'agit de qu'est-ce que la philosophie, où Michaud, de façon totalement disruptive, alors que Deleuze et Guattari font une distinction extraordinairement ferme, en un sens, entre les 3 plans de connaissances que sont respectivement l'art, la science et la philosophie, et que la seule transgression qui est opérée du point de vue des catégories entre les 3 plans, donc de composition, d'immanence et de... Je ne me rappelle plus ce qu'est pour la science le mot de... Non, ce n'est pas construction, enfin, mais c'est un équivalent. Bon. Et transgressé uniquement par Michaud, par la référence à Michaud, qui de façon extraordinairement, je ne sais pas comment dire, irrationnelle, perverse, calculée, tout ce qu'on veut, est cité 4 fois du point de vue du plan d'immanence de la philosophie, et en particulier, une fois, avec Spinoza. Les autres fois, c'est Leibniz, Blanchot, je crois qu'il est pris comme philosophe, Foucault, Épicure, enfin bon. Donc Michaud est philosophe, et joué comme philosophe pour perturber quelque chose qui, sans doute, du point de vue de Deleuze, est une façon de ne pas pouvoir accepter théoriquement des distinctions que, par ailleurs, il ne peut pas ne pas poser pour définir la spécificité de la philosophie à laquelle il veut croire, mais dont il se rend bien compte qu'en même temps, il est de son devoir de la destituer de sa spécificité, un peu comme il l'avait fait quand, dans la préface au livre de Jean Clémartin, Variation, il disait « Je crois à la philosophie classique, à son système, pourvu que le système soit en perpétuelle hétérogenèse, c'est-à-dire qu'il se transforme à chaque instant. » Ce qui revient à dénier la dimension de vérité du système et par là même entraîner la philosophie sur une pente dont on ne sait où elle peut conduire. Alors, c'est important pour moi, cette affaire de brouillage qui s'opère à l'occasion de la façon dont Deleuze cite Michaud, parce je trouve qu'elle a une sorte sans faire le jeu de mots avec Spinoza, je veux dire une sorte de portée intellectuelle éthique de la non-catégorisation trop simple des distinctions de champ. Et j'en viens à la chose qui m'occupe le plus et sur laquelle j'ai insisté depuis, ça doit faire une 50aine d'années maintenant, depuis le livre publié chez Gallimard en 1965, qui est la non-acceptation que j'ai eue de pouvoir qualifier trop simplement Michaud comme poète. Ça m'a beaucoup frappé ce matin que dans toutes les interventions, c'était malgré tout le terme qui revenait, Michaud poète, la poésie, etc., etc. J'avoue que pour moi, je ne peux pas accepter cette qualification trop simple. J'ai passé une bonne partie de mon énergie dans le livre de 65, comme dans l'édition de la Pléiade, et entre autres dans l'introduction, à recenser les impossibilités qui font qu'on puisse appeler Michaud trop simplement poète, par distinction avec d'autres dimensions de langage ou d'expression. Bon, on peut en ajouter 1000 signes. Hein. Il y en a un qui m'amuse beaucoup, c'est la lettre que Michaud envoie à Pollan lors de la sortie de La vie dans les plis, quand il lui dit « Je voudrais bien savoir qui est l'imbécile qui a mis poème sur la couverture du volume. » Bon. Mais plus profondément que ça, Michaud n'arrête pas à la fois
disons, de recourir à la métaphorisation du poétique, si on peut dire, mais de notre côté, à la dénier avec la dernière énergie. Je veux dire, je ne vais pas revenir là-dessus en détail, mais c'est extrêmement fort, hein, en disant qu'il s'intéresse aux poètes traditionnels, des tribus, des origines de l'humanité, mais que le reste, la qualification moderne du poète, ça ne tient pas debout. Enfin, je veux dire. Et par exemple, par rapport à cette... je pense aussi à l'éloge qu'il fait, c'est très ancien, d'un des articles les plus étonnants qu'on a écrit sur Michaud au tout début, dans les années 50, un article de Jean Maquet, qui était paru en Critique, et qui déniait littéralement à Michaud la qualification de poète. Et il y a une lettre de Michaud, et il dit à quel point ce texte, il est content que ce texte a raison. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça n'est pas du tout dénié qu'il y ait dans l'œuvre de Michaud des poèmes. Il y en a formellement dans beaucoup de recueils, et il est intéressant que Michaud ait d'ailleurs pris le soin de les appeler poèmes, de créer des parties dans Plume, dans La Nuit remue, dans des tas de recueils. Il les appelle poèmes. Ce qui veut dire par là que s'il éprouve le besoin de les appeler poèmes, ça veut dire que tout le reste n'est pas aussi simplement des poèmes. Bon. Alors, c'est important pourquoi? C'est important parce que quand on traite de façon univoque Michaud de poète, on vise au fond une sorte d'état, au-delà de toutes les distinctions, on essaie de viser une sorte d'essence du langage supérieure que la poésie constituerait. Bon. Ce qui est dénié par Michaud, par la catégorisation partielle qu'il fait de la qualification de poème. Et pour moi, c'est une chose extrêmement importante et qui a une portée éthique, alors essentiellement à mes yeux, c'est que Michaud passe au-delà de cette différenciation pour créer ce que dans mon vieux livre j'avais appelé une langue intermédiaire, qu'aujourd'hui je ne sais plus très bien comment appeler, mais dont je dirais que c'est tout simplement l'écriture, enfin au sens le plus général du terme. Et je suis d'ailleurs frappé que Blanchot, dans l'admirable passage du livre à venir sur la mort du dernier écrivain, ces petits fragments qui commencent par « Admirable Michaud, il est celui qui, etc. etc. », il envisage la mort du dernier écrivain, et par là l'excellence de Michaud face à cette mort du dernier écrivain, et que Michaud serait encore ce qui subsisterait à la fin de la littérature, mais en l'incarnant précisément au sens d'une généralité de l'écriture comme murmure général, mais passant bien au-delà de toutes les catégories possibles. Le seul écrivain qui est cité par rapport à ça, c'est Beckett avant. Ce qui fait que moi, au fond, je vous ai entendu parler de Walser ce matin, ça, je trouve ça magnifique. Je veux dire, pour moi, Michaud est infiniment plus proche de Walser que de toute la poésie française du XXe siècle, et de tous ceux qui se sont réclamés de l'être poétique. Une fois, je me rappelle, j'avais beaucoup choqué Claude Roy au téléphone en lui disant que Michaud m'avait servi d'antichar. Mais c'est vraiment... Enfin, pour moi, ça a été vrai, je veux dire. Après avoir beaucoup aimé la poésie dans les années, quand j'étais tout jeune, le surréalisme, Char et tout, la lecture de Michaud m'a débarrassé, si on peut dire, de cette supériorité du poétique que Barthes avait bien dénoncé dans le degré zéro de l'écriture, hein, quand il parlait de la fin inhumaine de la poésie moderne, etc., etc. Donc d'un langage de distinction qui, au fond, était antérieur à l'espèce de rupture et de projection dans l'avenir par laquelle Mallarmé l'avait pensé à la fin du 19e. Enfin, je veux dire, et Michaud, quand il dit qu'il veut faire geindre Mallarmé dans l'Équateur, c'est pour passer au-delà de cette crise mallarméenne qui pourtant était encore en avance sur ce que deviendra souvent la définition de la poésie au cours du XXe. Donc pour moi, c'est un enjeu éthique, ça. Que Michaud soit au-delà et que ça soit une écriture généralisée qui comporte des formes poèmes qui sont parfaitement repérables, de livre en livre. Je pense à Inigide dans Vent et poussière, qui est peut-être un des plus beaux poèmes que Michaud a écrit. C'est vraiment un poème, je veux dire, par la forme, par la littéralité, la forme syntaxique, etc., etc. Mais
l'ensemble de Vent et Poussière n'est pas pour autant un livre de poésie. Voilà, bon, c'est un point polémique, mais qui me tient vraiment à cœur. Et je voudrais juste terminer sur une petite chose. J'ai aussi entendu beaucoup de choses par rapport à l'espace aujourd'hui, comme s'il y avait une excellence de l'espace comme problématique définitoire, disons, de la réalité de l'écriture de Michaud. Il me semble que plus fondamentale est la lutte contre l'espace. Il y a ce texte de 42, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui a été repris dans un passage qui s'appelle « Combat contre l'espace ». Il y a l'espace aux ombres qui serait à reprendre, je ne vais surtout pas le faire maintenant, mais du point de vue de toute cette problématique. Et il me semble que, de façon un peu ultime, c'est plus le temps qui est le problème fondamental, où ça serait une notion globale d'espace-temps indissociable. Je pense à ce texte très tardif et absolument magnifique qui s'appelle « Essai d'enfant, dessin d'enfant » et où Michaud écrit « Les petits apportent à la peinture des espaces libérés de l'espace » avec un grand E. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ils sont dans ce qu'il appelle la simultanéité, c'est-à-dire l'espace-temps même. Le moment où le temps s'est saisi de l'espace pour faire, au fond, pour engloutir la problématique de l'espace et la dépasser. Et Muriel Pic parlait d'orientation temporelle, ça me paraissait un bon mot, ça, par rapport à cette question d'espace. C'est de l'orientation, l'espace, mais c'est le temps qui devient le vecteur, le vecteur fondamental. Voilà, tout ça, c'est des choses un peu rapides, hein, je veux dire, mais ça me paraît important parce que j'ai l'impression que ce que Michaud essaie de résoudre, en particulier dans tous les derniers recueils, qui sont entièrement des articulations entre texte et image, hein, je pense à Saisir, etc., c'est véritablement de l'espace-temps qui est en train d'essayer de se construire à l'articulation entre des traits de figuration et des mots qui essaient de leur répondre et qui a plus là de spatialisation pour elle-même, mais qui a une temporalité spatialisée en permanence. Et au fond, que cette matière devienne homogène dans cette simultanéité, ça répond pour moi à cette non-acceptation que j'ai de la qualification d'un poétique transcendant qui me paraît trop simple et auquel je préfère substituer la transcendance d'une écriture, tout simplement, ou de ce que Blanchot appelait la littérature. Je veux dire, même si Michaud et Blanchot ne sont pas toujours proches, mais qu'il y a quelque chose là qui me paraît, disons, au fond, la valeur éthique de la position de Michaud dans l'espace intellectuel et créatif, quoi. Voilà. Je m'arrêterai là. Ce débat, il me semble, si on veut... Je crois qu'il faut le rendre à son historicité. C'est-à-dire, je crois que ce n'était pas du tout la même chose de labelliser Michaud en le réduisant à la poésie dans les années 50, quand tu as commencé, et de le faire maintenant. Je crois que ça ne veut pas du tout dire la même chose. C'est-à-dire que de manière très simple, comme tu le rappelais, quand Michaud déflagre, il déflagre dans un paysage littéraire, et on pourrait même parler d'une sociologie de la littérature au sens large, où la poésie incarne une espèce, tu disais, de transcendance, mais on pourrait dire même d'une espèce, enfin, le haut du pavé, la crème de la littérature, etc. Disons char, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, rappeler disons, l'attachement de Michaud au poème, ce qui n'est évidemment pas le réduire au poétique, ça a une autre valeur. Ça, c'est la première chose que je dirais. Par ailleurs, il me semble
très important, et ça je crois que c'est un point qui a beaucoup circulé, que si on prend un des facteurs de complication, à mon avis, de la question, est aussi le suivant. C'est que si on se réfère à une réflexion, alors là, plus spéculative sur ce que fait Michaud et que tu nous apprends à lire, il y a un point qui est clair, c'est que la différence entre le poétique comme production d'objets et la praxis comme pratique de soi, et la théoria, c'est-à-dire les trois grands genres aristotéliciens, chez Michaud sont complètement rejoués. Et ça, je crois que c'est une des grandes forces de Michaud, qui est de faire en sorte qu'il ne s'agit pas seulement parce que c'est quand même bien ça qui est dit dans Métaphysique, c'est que la théoria, ça ne touche pas les objets, la poétique, ça les produit, et la praxis, ça produit des objets, et l'objet que la praxis produit transforme le sujet qui les produit. Et ça, je crois que vraiment, c'est un point sur lequel... La question, à mon avis, c'est de savoir dans quel sens on fait pivoter le triangle, parce qu'évidemment, il y a de la théoria chez Michaud, il y a du poétique, et il y a une énergie du poétique au sens production extraordinaire, et il y a une pratique comme transformation de soi. Donc, je crois que ça, c'est deux éléments qui interviennent dans le débat, évidemment. Oui, moi, je continue à ne pas comprendre pourquoi on appelle ça le poétique. Je ne vois pas l'utilité, ça me rappelle ce moment dans Équador. Alors, tu me diras qu'Équador, c'est 1929 et qu'on retombe dans l'ancienne problématique. Mais quand il dit à propos je ne sais plus, je crois que c'est à propos des crottes de chiens que quelqu'un dira c'est poétique, je veux dire, s'il le fait, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il s'élève effectivement contre ça. Alors, c'est aussi une chose historique, bien sûr. Mais au fond, je ne vois pas l'intérêt de continuer à avoir une promotion du poétique comme qualité supérieure de l'expression littéraire, au-delà de la forme poème, qui est une chose extraordinairement précise, authentifiable, reconnaissable, à des systèmes prosodiques, etc. etc. Et qui me semble plus intéressant. Enfin, moi, personnellement, je ressens Michaud infiniment plus proche de Kafka, puisqu'on en a aussi parlé, ou de Walzer, pour moi, il y a un texte extraordinaire de Max Benz que je cite souvent sur Michaud, qui est la préface qu'il a donnée en langue allemande à passage, où il parle d'une épique abstraite à propos de Michaud en le comparant à Leibniz, et où je trouve que là, on a presque, pour moi, le plus essentiel. Moi, je ressens Michaud comme un auteur épique, au fond. Alors, son épique, elle passe de temps en temps par des formes poétiques, de temps en temps par des formes de rationalité. C'est intéressant, par exemple, dans les écrits de la drogue, de voir comment on passe d'une argumentation raisonnée à un poème comme Paix dans les brisements, à des interpolations de fragments poétiques très courts dans Connaissance par les gouffres, qui par ailleurs est un essai de déduction poussé autant qu'on peut le faire, sur tel ou tel niveau de l'expérience. Alors, on dira que c'est poétique parce que Michaud écrit mieux que le ferait un médecin qui écrirait tristement. Et on dira à ce moment-là prosaïquement. Et du coup, on reviendra à la qualification de poétique pour qualifier l'écriture de Michaud. Mais tu vois, c'est trop simple, en fait, je veux dire. Voilà, donc c'est pour ça et notamment, je pense qu'un des points très importants, si on veut rentrer dans la disposition des livres, c'est la question du prosimètre. C'est-à-dire que des livres qui sont justement, et ça c'est une problématique très contemporaine pour les écrivains, des livres qui changent les régimes d'écriture d'une section à l'autre. Absolument. Ça c'est un point évidemment décisif. On en est tous au prosimètre.